Marina et d'Anne-Sophie, la responsable du restaurant. Le restaurant Le Saint-Paul. Alors, il y a combien de temps que tu as repris ce restaurant? 3 ans en septembre. D'accord, donc l'équipe est formée de combien de personnes? Alors il y a un apprenti qui nous a quitté là au mois d'août, qui a obtenu son diplôme. Donc Marina est seule pour l'instant et j'ai ma maman qui me donne un petit coup de main, moi-même et une serveuse occasionnellement. Donc pratiquement exclusivement féminin. C'est ça, une équipe de filles. Donc alors le Saint-Paul, pour le situer, c'est entre le boulevard Victor Hugo et juste derrière l'église de Saint-Paul à Nîmes, fallait-il le préciser une nouvelle fois. Donc quels sont les plats du jour que vous proposez tout au long de l'année et de la semaine? Alors on y va. Plat du jour, c'est avant tout la simplicité, des produits frais, de qualité, cuisinés maison. Donc on est en train de regarder justement pour la semaine. Vendredi, on a une petite promotion sur la sèche. Donc on va proposer éventuellement de la sèche vendredi. En contrepartie, voilà, aujourd'hui on va faire du porc. On peut faire de la pièce du boucher. Enfin des choses assez simples mais de qualité et faites maison. Et cuisine familiale, hein. Familiale. Cuisine familiale. Très bien. Donc pour la feria, c'est vrai que ça marche très fort. Hein. La feria, le Saint-Paul, c'est une institution. Voilà, à l'époque de Mireille, déjà, elle avait institué la fête, convivialité, apéro, paella, très bonne paella. Donc et toi, ça fait longtemps que tu es dans le métier? Depuis que j'ai repris le restaurant, j'étais pas du tout issue de la restauration. C'est bien, les femmes sont tout à fait performantes et commerciales en plus. L'accueil est agréable. Hein, le lieu est... on peut déjeuner aussi quand il fait beau à l'extérieur. C'est ça, on a une petite terrasse avec une vingtaine de places assises à l'extérieur, en retrait, à l'ombre, donc c'est agréable. Ouais. La capacité du restaurant en client? À l'intérieur, c'est 45 personnes et à l'extérieur, une vingtaine. Bon alors, il faut réserver au préalable, non? Non, pas de réservation, on prend tout le monde. Donc le Saint-Paul, juste derrière l'église Saint-Paul, vous ne pouvez pas vous tromper. De l'autre côté, vous avez la placette également. Hein, en gros, c'est pour vous situer un petit peu le restaurant. En tout cas, merci Anso de nous recevoir dans ton établissement. Avec plaisir. Et puis vous goûterez la cuisine à midi et vous m'en direz des nouvelles. Avec plaisir. Merci à toutes et merci à tous. Je vais rejoindre mes amis. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur notre page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous en remercie. Dans la chronique, on en parle de Nîmes. Mais également sur notre chaîne YouTube, on en parle de Nîmes. Merci également au restaurant Le Saint-Paul de nous recevoir. Nous accompagne ce matin, dans le cadre de cette émission, Philippe Roata. Bonjour Philippe. Bonjour. Dit le Grognard. Bonjour. Oui. Jean-Luc Constant. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le Lozérien. Souhaitons un bon voyage à Pierre Carpentier et sa famille à destination de l'Asie du Sud-Est. Une pensée à Dédé Bonora, toujours gros lien. Bonjour Jérôme. Bonjour Patrick. Jérôme Puech. Bonjour à tout le monde. Nous allons tenter de décrypter l'actualité ou de savoir ce qui pousse Jérôme Puech à être toujours dans la lumière. Quand Mitterrand a été élu en 81, il avait 9 ans. Il adhère au PS, pardonnez-moi, il adhère au PS. Ah, ben dis donc, le grognard. Pauvre PC, Pauvre PC, ou pauvre PS. Bon, il adhère au PS à l'âge de 15 ans. Oui. Jérôme a 45 ans, il est né à Nîmes. Il aime tellement Nîmes, sa ville, qu'il aimerait en être le maire. Je ne me trompe pas. Je n'ai pas déclaré mes intentions à ce sujet, je le ferai un peu plus tard. Il est secrétaire de la section nîmoise Edgar Taillade, PS. Oui. Adjoint sous la municipalité de Clary de 95 à 2001. Oui. Il a une autre passion dans la vie, le saviez-vous, peut-être ne le saviez-vous pas, mis à part la politique. Il aime tout ce qui se rapporte à la dernière guerre mondiale. 39-45. Oui. La résistance surtout. Surtout la résistance. Oui. Il a lancé son mouvement baptisé Magnanime. Est-il un copieur, comme un mauvais élève? En effet, il existe déjà un mouvement conçu par Olivier Jalaguier, Magnanime. 2 orthographes différentes, cela peut porter à confusion. Olivier Jalaguier considère que c'est un mauvais coup de communication en reprenant son appellation. Mes premières questions ouvriront les débats. J'avoue ne plus rien y comprendre.
roules-tu pour un mouvement, ton mouvement Mania Nîmes ou le PS? Première question. Alors tu disais, nous ne voulons pas nous voulons nous détacher des étiquettes politiques pour faire émerger des idées nouvelles dans un mouvement participatif. Alors je te cède la parole. Ben, pour te répondre, Patrick, les deux. Moi, quand on est un militant socialiste, on ne s'interdit pas d'être un citoyen ou d'être un militant associatif. D'ailleurs, beaucoup de camarades socialistes sont investis dans des syndicats, dans des associations, dans des fondations. Et moi, j'ai souhaité, à partir du constat qui est assez simple, que aujourd'hui les citoyens rejettent les partis politiques. Ils ont une grande méfiance à l'égard des formations politiques de notre pays. Et qu'à partir de là, j'ai trouvé intéressant de monter un mouvement citoyen qui s'adresse pas uniquement aux gens de gauche, mais à tous les Nîmois, et qui permette d'ouvrir grand les bras et de permettre aux gens de venir nous rejoindre et de produire avec nous des idées. Je rappelle qu'à chaque élection municipale dans cette ville, il y a eu des initiatives citoyennes de ce type. La dernière fois, c'était Jean-Paul Boré, je sais que vous le connaissez bien. Donc moi, je trouve que l'initiative de Jean-Paul Boré était bonne, je m'en suis inspiré. Mais là où Jean-Paul Boré a échoué, nous voulons aller plus loin et essayer de peser dans le débat en mixant justement une logique partisane, puisque moi, à titre personnel, je suis effectivement socialiste, mais je travaille avec des gens qui sont de gauche, de droite, qui sont dans des partis politiques, d'autres qui ne le sont pas, pour montrer que lorsqu'il s'agit de l'amour de sa ville et lorsqu'il s'agit de travailler, de construire l'avenir, on est capable de mettre un mouchoir sur cette différence idéologique et de travailler au développement de sa propre ville. Très bien. Philippe, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, moi je dirais simplement, pour qualifier Jérôme, je prendrais une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup. Nietzsche, chaque homme porte en lui un enfant qui veut jouer. Et Jérôme, il veut jouer à chaque fois. C'est-à-dire, il a été DJ, donc il a joué beaucoup. Et politiquement, il était dans la municipalité de Clary. Après, il était naturellement dans l'équipe, dans cette merveilleuse équipe qui a été la honte de ma vie, moi, avec Françoise Dumas aux dernières municipales. Et puis là, il va en remettre encore une couche avec, alors beaucoup plus modeste, parce que Jérôme dit, quand on fait entre 5 et 10%, on est appelé à de la modestie. Ça, pour moi, c'est une réalité. Après, les questions qui se posent, toujours au PS, alors que tu viens finalement de décrire une situation, ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est-à-dire ni droite ni gauche, tu viens de décrire finalement ce que Macron a fait. Donc tu n'es pas macroniste, tu es toujours au PS, mais tu veux faire comme Macron. C'est-à-dire Macron finalement a fait passer des idées qui sont reprises. Et il faut dissocier les idées et la méthodologie. Moi, je trouve la méthodologie intéressante, effectivement, du mouvement En Marche. Je ne partage pas toutes ces idées. Il y en a qui sont bonnes, d'autres pas. Mais effectivement, oui, il a mis un coup de pied dans la fourmilière politique. Et il faut en tirer les leçons. C'est ce qu'on fait. Et une question maintenant beaucoup plus précise. Tu as été secrétaire fédéral, 6 mois pour rédiger une charte éthique assignée par les candidats aux municipales. Alors moi, la charte éthique, ça me fait marrer parce que on parle toujours de charte éthique avant les municipales, avec des grands principes, avec pas plus d'un mandat, machin, bidule, que personne ne respecte de toute manière. Une charte. Tout le monde a sa charte éthique au démarrage, d'ailleurs Boré en avait une, et j'allais te poser 2 questions. À propos de la charte éthique, par exemple, vous avez réintégré au PS Pissas, qui a quand même fait jouer, au Conseil général, qui a été assez loin pour le récupérer dans la majorité de Boide. Il a fallu quand même lâcher beaucoup de choses. Vous réintégrez un type dont chacun sait, quand on fait un peu de politique, chacun sait que Pissas, il avait à lui tout seul 500 cartes, sur les peut-être 1000. Bon. Donc c'est pas un type qui éthiquement est un modèle. Et j'ai une deuxième question autour de la charte éthique. Simon Sutour, qui est sénateur du Gard maintenant depuis 3 mandats, a annoncé qu'il ne se représenterait pas, et il a désigné mon successeur, ça devrait être Denis Boide. C'est-à-dire que là, l'éthique d'un parti, c'est-à-dire le fait que ce soit les militants qui décident, que ce soit... Non mais là, c'est réglé, c'est Denis Boide. On va laisser répondre Jérôme. Sur ces aspects, moi, si j'ai souhaité répondre à l'invitation, puisqu'en fait, c'est Jean Denat, qui est le patron des socialistes dans le Gard, qui
m'a confié une mission, c'est-à-dire de mettre en place cette fameuse charte éthique, parce que justement, certains élus, une fois qu'ils sont élus avec l'étiquette du Parti socialiste, prennent des distances et se comportent comme des gens très libres avec les règles de fonctionnement de notre parti. Et ça, c'est pas normal. Et si on se retrouve aujourd'hui dans une situation financière compliquée, c'est parce qu'il y a des élus qui s'étaient engagés à payer une quote-part de leur indemnité au Parti socialiste qui ne le font pas. Et ça, ce n'est pas admissible quand on a des règles de fonctionnement. Donc l'idée de la charte, c'est de rappeler les règles de bon fonctionnement entre nous. Et puis, aujourd'hui, dans une situation de crise dans laquelle se trouve le Parti socialiste, je pense que si le Parti socialiste veut être à nouveau crédible, s'il veut être à nouveau audible, il doit, à mon sens, donner un certain nombre de gages de moralité concernant le cumul des mandats, le renouvellement des générations, la place des femmes dans la politique, la place des jeunes aussi, la place des personnes issues de l'immigration. Et c'est tout ce débat qu'on aura samedi, puisqu'on a un séminaire à Cardé, dans lequel on va discuter de ces aspects-là, et ça nous paraît essentiel. Concernant Alexandre Pissas... Excusez-moi, tu as été favorable à son retour? Bien sûr, parce que moi j'ai souhaité que l'on observe rigoureusement les règles du Parti socialiste. Aujourd'hui, les règles du Parti socialiste permettent que l'on réintègre Alexandre Pissas, le premier vice-président du département du Gard, qui siège au groupe socialiste. Et donc il y a eu un vote au bureau, et le vote a été fait de manière majoritaire. On n'est pas un parti à la chinoise, hein, on est un parti démocratique. Donc démocratiquement, nous avons décidé de le réintégrer. Maintenant, il appartient au Parti socialiste au niveau national de se prononcer à ce sujet, mais je crois que c'est en bonne voie. J'ai envie de dire à Philippe, ça regarde un peu les socialistes, quoi, voilà. Oui, mais enfin, on a aussi le droit en tant que citoyen, parce que le Parti socialiste a subi la plus grosse déculottée, et je dis déculottée de sa vie, il a même presque plus de culotte. Donc, et évidemment, tout est, si ça avait été fait avant, dans des conditions normales d'un parti, on a tous subi. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai eu 35 ans de militantisme au PC, notamment en Seine-Saint-Denis. Le comportement des socialistes et le comportement notamment du secrétaire, du président du Conseil général, qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale, était absolument épouvantable. C'est-à-dire qu'il fallait dégommer les communistes par tous les moyens. Voilà les règles d'éthique. Il n'y avait pas de règles d'éthique, on était en tête au premier tour, on présentait un candidat au deuxième, la droite votait, on perdait les villes. Bon, moi, les règles d'éthique du Parti socialiste me permettra de penser que j'en crois pas un seul mot. Voilà. En tant que citoyen, ça ne regarde pas que les socialistes, hein, la charte éthique. La réalité, c'est qu'Alexandre Pissas, il a été réélu sur son canton, et qu'aujourd'hui, il y a une majorité de gauche, des communistes, des socialistes qui gèrent le département comme à la région. Et moi, je puis témoigner du travail que j'ai pu faire avec Alain Clary à l'époque, où il y avait toutes les composantes de la gauche qui géraient cette ville. Et ma foi, je trouve qu'on a fait du travail intéressant. On n'a pas pu le développer et aller jusqu'au bout, mais on a lancé pas mal de projets qui ont été ensuite repris par Jean-Paul Fournier. La SMAC, la piscine olympique, les aménagements d'arènes, l'esplanade Feuchère. C'est nous qui avons choisi l'architecte. Et donc, Jean-Paul Fournier a inscrit ses pas dans les projets que nous avions lancés à l'époque. Oui, sauf que sur la SMAC, tu me permettras de te dire que, parce que j'ai suivi le dossier de près, oui, avec François Blouvac, de très près de François Blouvac, qu'on avait retenu à l'issue d'un concours Rudy Ricciotti, qui est un des plus grands architectes français d'aujourd'hui, que le maire l'a foutu à la porte au bout d'une semaine qu'il est venu. Donc le maire a pas gardé... Le maire Jean-Paul Fournier. Tous les architectes, oui, le maire Jean-Paul Fournier. Il n'a pas gardé tous les architectes qu'on avait choisis. On est bien d'accord. Jean-Luc. Oui, et bien moi je voudrais finir de compléter la présentation de Jérôme Puech. Simplement lui pour dire que quand il était conseiller municipal, il s'occupait de la jeunesse et il a créé le conseil municipal des jeunes. C'est vrai. Et le passeport des jeunes. C'est vrai. Qui a été vraiment une bonne chose. Qui existe encore aujourd'hui. Par contre, j'aurais deux questions à vous poser. Que pensez-vous des débats complètes dans le monde entier des partis socialistes? Exemple, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal. Et surtout en France, et où est la gauche en France et à Nîmes? Sachant quand même que nous parlons de Nîmes. Oui. Hein. La gauche aujourd'hui est éparpillée, et je pense que je suis d'accord avec le constat et la question qu'on peut se poser, où est la gauche à Nîmes aujourd'hui? Malgré tout, nous au Parti Socialiste, on travaille, nous avons 4 sections. À Nîmes, c'est à peu près 150 militants qui travaillent régulièrement, et qui, en période de crise, c'est là qu'on retrouve ceux qui ont le plus la foi et qui ont envie de changer les choses.
Moi, j'observe ce que fait Vincent Bouget au Parti communiste. Je pense qu'il incarne l'avenir aussi de la gauche dans cette ville. Chez les écologistes, nous avons Bruno Vaza, le responsable nîmois, qui travaille avec Sybille Jeannequin. On a aussi Éric Firout, que vous connaissez très bien. Bien sûr. Je crois que la difficulté, la problématique, c'est est-ce que la gauche aujourd'hui est capable de s'allier, de se rassembler pour faire face à la droite? Est-ce qu'elle est capable de changer de Voilà. méthodologie, comme vous parliez tout à l'heure? Exactement. Donc moi, je suis un artisan du rassemblement, j'ai envie de travailler. Je discute déjà de manière informelle avec l'ensemble de la gauche. Ça va des insoumis jusqu'aux gens de gauche qui ont glissé jusqu'en marche. Et je pense que si la gauche fait preuve de maturité et d'intelligence, elle se rassemblera. Et là, il y a une opportunité parce que on est à la fin d'un cycle. On est à la fin du cycle Fournier-Lachaud. Mais voilà, à chaque élection à Nîmes, c'est pareil. Et je pense que c'est beaucoup le cas dans d'autres villes en France. Si on est capable de se rassembler, de mettre un mouchoir sur nos égaux et de travailler sur le projet, encore le projet, toujours le projet pour les Nîmois, mais je pense qu'à ce moment-là, on retrouvera la gauche. Et donc la discussion, ça y est faite. Est-ce que vous avez eu un rapprochement, par exemple, avec La République en marche, avec les Insoumis? Est-ce que non, Non, pour l'instant, on a des discussions. Tu discutes pas? Pour l'instant, on a une discussion de type informel, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas investi par le Parti socialiste, je n'ai pas une mission pour représenter les socialistes. L'investiture interviendra au mois de juin. Je serai candidat à l'investiture au Parti socialiste. Mais ensuite, il y aura effectivement chaque formation qui devra désigner les représentants qui souhaitent les représenter dans le cadre de cette élection. Donc on discutera. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps du projet. Il faut travailler le projet. Et donc jeudi, avec l'association Magnanime, nous proposons un café citoyen. Nous proposons aux Nîmois de nous rejoindre au café citoyen à 18h30 au Café Olive pour écrire le projet. Et je pense que la base des discussions, elle doit se faire non pas sur les personnes, comme on voit dans la presse, mais sur la base d'un projet et sur ce que veulent réellement les Nîmois. Je crois que la politique, c'est répondre aux attentes et aux besoins des Nîmois. Et je pense que Fournier et Lachaud sont à côté de la plaque de ce point de vue-là. Et justement, à ce propos-là, est-ce que vous avez vu l'article ce matin dans Midi Libre de Christophe Riven? Oui, oui, il a Qu'en pensez-vous? je sais pas, Oui, qu'il fallait qu'il se... Oui. qu'il ne soit plus fâché, quoi. que Christophe Rivenc dise qu'effectivement, il faut que Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier ça sent le roussi. Oui, je pense qu'il a raison, mais après, c'est un Alésien qui le dit. Moi, je ne me mêlerai pas des affaires d'Alès et je ne dirai pas un tel et un tel doivent s'associer. Je pense que Christophe Rivenc doit s'occuper des affaires qui le concernent. Il a dit en tant que premier secrétaire des Le président des LR du Gard. Donc voilà. c'est exactement le même problème d'ailleurs que tu dis que celui qui a fait, comment il s'appelle, qui avait fait une déclaration fracassante là à En Marche. Comment s'appelle-t-il? Il a fait une déclaration fracassante à En Marche en disant celui qui a la relation d'En Marche avec Paris, c'était Talon. Oui. Il avait dit Talon n'a pas se mêler des affaires nîmoises. Et ça, c'est. Permets-moi de te dire que moi, les Nîmois, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, comme je les appelle des fois, c'est une chose, c'est Brassens qui l'a dit, c'est pas moi. Ça va, quoi, les Nîmois. C'est pas Parce que les Nîmois, c'est pas toujours brillantissime, les Nîmois. Bon, les Nîmois, si je peux te répondre, Philippe, oui. D'abord, aujourd'hui, on raisonne à l'échelle de la métropole, donc c'est un bassin de vie de 270 000 habitants. Aujourd'hui, les Nîmois, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils en ont marre de la guerre entre Lachaud et Fournier. Parce que ça se fait au détriment des Nîmois. Moi, je le dis aussi, et ça, c'est inadmissible. On démutualise alors qu'il faudrait mutualiser. Oui, non, mais voilà. moi, je le dis aussi, Donc il y a des décisions. Moi, j'ai aussi lu ce que disait Midi Libre sur les inondations lundi, et on s'aperçoit que le papier est géré dans un conflit ouvert entre la mairie et Nîmes Métropole. Oui, parce qu'un tel dit il faut faire des travaux là, et d'autres disent il faut faire des travaux là. En attendant, l'intérêt général, il est complètement bafoué. C'est ça qui m'intéresse, pas la vieille cuisine politique de pseudo élus à Alès qui voudraient nous donner des leçons à Nîmes. Voilà, ça m'intéresse pas. Laissons Riven de côté. Moi, j'ai une question, c'est quel est l'état de vos discussions avec les Insoumis? Parce que je rappelle quand même qu'aux élections présidentielles, il y a deux mouvements qui sont sortis très forts en tête. D'abord, à Nîmes, là, pour ce qui concerne les Nîmois, c'est Mélenchon. Et au niveau législatif, c'est naturellement la France En Marche qui a raflé quasiment tous les sièges à part celui de Collard. Alors quels sont... Parce que il est bien évident que la France insoumise, elle va peser quand même assez lourdement
dans une politique d'union pour les municipales qui sont dans 2 ans. Parce que dans 2 ans, on ne sait pas ce que Macron, sa politique va donner. Bon, ce matin, il y a eu un remaniement, j'espère que ça... Bon, voilà. Mais donc, c'est tout à fait important de savoir ce que va faire la France insoumise. Et en sachant que la France insoumise, de ce qu'on en connaît, hein, elle n'est pas apte à faire des alliances aujourd'hui. Sauf avec les 19% d'ailleurs de socialistes qui viennent de quitter le Parti socialiste ce week-end, parce que Morel et la gauche du PS, c'est 19%. Ça me fait dire que tu n'es pas à la gauche du PS. Mais bon, peu importe, après, bon, c'est un autre débat. Mais 19%, c'est pas de la rigolade. Et ceux-là, ils vont sûrement rallier Mélenchon et on les retrouvera dans la vie de... Alors, quels sont le niveau de vos relations avec la France insoumise? Moi, déjà, je ne peux pas répondre à la place de la France insoumise sur ce qu'ils feront et quelles sont leurs intentions en termes de programme et d'alliance avec les autres formations de gauche. Moi, je discute avec Yannick Vassifort, qui a été la candidate aux législatives sur Nîmes. J'ai des échanges avec Karine Boincher, la responsable de la France insoumise, qui m'a dit que pour l'instant, il était encore trop tôt pour que nous puissions discuter. Et enfin, François Segui, je l'écoute beaucoup quand il s'exprime en conseil municipal ou à Nîmes Métropole. Et je suis assez d'accord avec ses prises de position sur le transport, notamment, parce que c'est un peu son domaine de prédilection. C'est son domaine. Et moi, j'ai très envie de travailler avec eux. Mais après, il faut qu'ils nous répondent. Et sur la base d'un projet, je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Et je pense que si on ne s'entend pas, on favorisera le retour et la continuité de la politique catastrophique que mènent Lachaud et Fournier à Nîmes Métropole et à la mairie. Donc moi, j'appelle à un rassemblement de la gauche et même au-delà. Ton discours est beaucoup plus clair que ce qu'a eu François Segui, parce que nous lui avons posé la question. Je sais, j'ai écouté. Il a écouté l'émission. C'est au soir de la couronne. Exactement. Donc ton discours est beaucoup plus clair. J'espère. On sait où nous en sommes, n'est-ce pas, Jean-Luc? Oui. Et moi, je voudrais savoir un peu sur votre association. Enfin, je sais oui, pas si un mouvement citoyen. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les 10 propositions phares que vous allez faire? Aujourd'hui, on a dit que pendant 1 an, on écoutait la population. Donc chaque mois, on organise un événement pour recueillir la population et faire participer les Nîmois. Donc c'est difficile de donner 10 propositions. On les communiquera au mois de mars 2019. On fera 10 propositions pour la ville. Il y aura 1 an au mois de mars. Voilà, c'est ça. Moi, je peux vous dire à titre personnel ce sur quoi on travaille, puisqu'on commence à sentir les choses. Hein, ça fait quand même 6 mois qu'on travaille. Il y a une grosse insatisfaction sur le transport. Les Nîmois sont mécontents des transports. Moi, je pense qu'il faut qu'on améliore sensiblement les transports. Et je m'intéresse de près à ce que font une trentaine de villes en France sur la gratuité des transports en commun. Ça, j'en avais déjà parlé. Anne Hidalgo en parle à Paris pour le transport francilien, ça sera difficile. Mais Dunkerque, qui est une communauté d'agglomération un peu de même taille que... Similaire à la nôtre. Perpignan également. Perpignan, Aubagne et puis d'autres. Donc ces aspects-là nous intéressent fortement. Après, il y a une prise de conscience écologique très forte. Je crois que le réchauffement climatique, aujourd'hui, ça intéresse tout le monde. Et on a envie que nos collectivités évoluent plus favorablement, qu'il y ait plus de pistes cyclables dans la ville, plus de vélos mis à disposition, plus de bio dans nos cantines, que l'on fasse des économies d'énergie, que l'on produise notre propre électricité. Puis après, il y a un sujet qui me paraît central, c'est la question de l'emploi. On est entre 12 et 13% de chômage dans cette ville. On n'a pas de politique de développement économique claire et je pense qu'il faut qu'on réponde très clairement à la possibilité d'attirer les entreprises sur notre territoire et de développer de l'emploi, notamment pour les jeunes des quartiers où il y a un taux de chômage entre 40 et 50% chez les jeunes entre 18 et 25 ans. Et quand je fais du porte-à-porte à Val-de-Gour, je peux vous dire que la question de l'emploi, elle est première, notamment sur l'intégration de ces jeunes qui disent « moi je ne me sens pas ni moi, je ne me sens pas ni moi ni moi ». Quand ils sont à Val-de-Gour, ils disent « nous on va à Nîmes ». Mais vous êtes déjà à Nîmes. Mais non, nous on est exclus de cette ville. Donc je pense qu'il faut inclure ces gens. Nous aussi, nous sommes un petit peu exclus lorsque nous allons à Nîmes-Ouest, par exemple. Donc la réciprocité donc eux. Enfin, moi je considère qu'ils font partie de la ville. Moi aussi. moi aussi. Non, là, de ce côté-là, nous allons faire une émission justement là-haut. Non, mais ça. Très bien. Mais qu'est-ce que tu penses de l'initiative là à mon avis, qui est forte? C'est moi qui le dis, en tant que citoyen nîmois. De Lachaud avec ce qui s'est passé à Paris, c'est-à-dire au Nîmes. L'objectif, c'est le développement économique, c'est d'amener les entreprises sur Nîmes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je ne crois pas qu'on convainque un chef d'entreprise autour d'un verre de dire viens, tu viens t'installer ça, c'est à de Nîmes. la com, ça. Oui, voilà, pour moi, c'est que de la communication, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a un journaliste dans Midi qui a fini par une phrase en disant Yvan Lachaud a fait un discours digne d'un candidat au municipal, où il était en campagne, une formule de ce type-là. oui. Voilà, moi j'estime que Yvan Lachaud se sert de Nîmes Métropole aujourd'hui pour faire sa campagne. Et il a annoncé, le président d'Open Nîmes a annoncé la création de 130 emplois J'ai vu, 170. depuis 2015. C'est proche de zéro. Hein. Et 170 à venir. Voilà, c'est proche de zéro. Donc moi ça m'inquiète et je pense que quand on utilise de l'argent public de cette façon-là, je suis inquiet. C'est pas la meilleure des méthodes pour pouvoir attirer les entreprises. Et aujourd'hui, quel est le bilan d'Yvan Lachaud sur les entreprises qui se sont installées ou qui vont s'installer? C'est quoi? C'est de la logistique. Donc ça, on brade du foncier sur de l'emploi très peu qualifié. Il y a 50 emplois qui sont créés pour 10 000 mètres carrés qui sont pris par des plates-formes logistiques comme Auchan ou d'autres. C'est pas comme ça qu'on fait du développement économique. Je pense qu'on se perd. Justement, quels sont tes projets pour développer le travail sur Nîmes et sa région, sur Nîmes notamment? Quels sont tes projets? Alors moi, je suis en train d'y travailler. Il n'y a rien de formalisé. Parce que c'est vrai qu'on en parle, on dit bon, mais eux, à un moment donné, le Gard est sinistré, quoi qu'il en soit. Hein. Tout à fait. Mais on a des atouts. Alors, il faut les mettre en avant. Je pense que je lisais un article sur le développement économique et ce qui fait la décision chez un chef d'entreprise. On voit que le cadre de vie est un élément qui est à prendre en compte. Les nœuds de communication que sont le train, l'autoroute, l'avion. On est dans un nœud de communication à Nîmes. Il faut le. Et on est bien placé. Et on est bien placé. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut alléger chez les chefs d'entreprise. Par exemple, dire à une entreprise qui s'installe à Nîmes, on va s'occuper de votre comptabilité, on vous offre cette prestation, ça peut être un atout et un argument pour pouvoir... Ce que fait que la chambre de commerce non ou pas? Ça reste à voir dans le détail. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, et Nîmes Métropole avait lancé un recrutement qui finalement ont fermé, c'est d'avoir des personnes qui sont à Paris au contact des entreprises, au contact des grands groupes, pour essayer de les démarcher tout simplement, de prendre rendez-vous avec elles, leur dire voilà, nous on a du foncier à vous proposer, on a un cadre de vie à vous proposer, on a des atouts en termes de communication, venez chez vous parce que vous aurez la possibilité de développer de manière harmonieuse votre entreprise. Et le deuxième élément, je pense que Nîmes manque d'une identité ou de plusieurs identités économiques. Est-ce que vous êtes capable de dire à Nîmes, l'identité économique c'est ça, c'est les biotechnologies, c'était il y a 10 ans, c'est ce que disait par exemple Philippe Bertin, on n'y est plus. Il faut qu'on développe une identité économique qui vienne en complément avec Montpellier, qui vienne en complément avec Alès ou d'autres villes du Grand Sud et qu'on dise tiens, à Nîmes, on est sur le numérique, l'innovation touristique ou je ne sais quel autre thème sur lequel on va se spécialiser et on va faire des ponts, notamment avec l'université et puis les entreprises qu'on accueillera spécialement dans ce secteur-là. Et pour développer le centre-ville, penses-tu que la gratuité des transports serait suffisante? Moi, je pense que sur le transport, non, c'est un plan global qu'il faut faire pour sauver le centre-ville. Il n'y a pas une mesure qui permettrait de sauver le centre-ville. Est-ce que là, tu as des propositions? Mais sur le transport, moi, je trouve que ce que fait le maire d'Alès, Max Roustin, à Alès, c'est intéressant. Ce sont des parkings relais gratuits qui amènent les gens gratuitement par des navettes au centre-ville. Ça, c'est simple et on pourrait le mettre en place dès à présent. C'est un peu ce qui se passe avec le tram à Montpellier, bon, sauf que c'est pas gratuit. Mais je pense que si on avait 6 ou 7 parkings relais aux entrées de ville à Nîmes et qu'on amenait les gens gratuitement au centre-ville, il y aurait beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. En tout cas, moi, ma mère, elle me dit, elle habite à Vergès, elle me dit, moi, si tu me mets, je peux garer ma voiture route de Montpellier au marché-gare et que je puisse venir. Voilà, c'est ce que ne comprennent pas. En bus gratuitement, je viendrai le samedi. Aujourd'hui, elle ne veut pas venir. Justement, tu l'avais évoqué. Je l'avais évoqué plusieurs fois, c'est ce que ne comprennent pas, surtout les élus nîmois. Ils pensent que Nîmes, c'est les habitants de Nîmes. Les habitants de Nîmes, ils sont déjà dans Nîmes. Ils n'ont pas besoin des transports. Ils en ont besoin urbanement, mais c'est surtout les petits villages aux alentours. Et quand je vois le trambus, la première ligne qui a été faite avec ce parking relais, un seul parking relais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Jean-Luc, la T2, elle a été discutée lors du dernier conseil communautaire. Rappelons, la T2. Le transport, la deuxième ligne de trambus qui va relier l'hôpital à Paloma. Moi, je ne comprends pas les élus de Marguerite et de Caveyrac qui ne montent pas sur la table en disant mais nous, on voudrait que le trambus aille jusqu'à Caveyrac et jusqu'à Marguerite, c'est-à-dire aux deux bouts de Nîmes Métropole. Pourtant, c'est bien William Portal qui est le responsable de cette commission. Je comprends Ou pas. alors faire vraiment des parkings relais adéquats. Oui. À Courbesac, faire un grand parking relais, apparemment il est prévu, mais du côté de l'Abonnage, le faire à la sortie route de Sommières, pareil, un grand parking relais. À Courbesac, ça sera sur le parking de Paloma. C'est ce qu'annonce Nîmes Métropole, c'est une bonne idée, il faut le souligner. Mais il faut faire 6 ou 7 parkings relais. Il n'est pas de l'autre côté, donc ça sert à rien. Ouais, on est bien d'accord. Et puis surtout la T2, je finirai par là,
La T2, elle doit passer par Val-de-Gour. Aujourd'hui, elle ne passe pas par Val-de-Gour. Val-de-Gour-Pissennes, c'est 17 000 habitants sur Nîmes. On ignore cette population. C'est bien de l'amener jusqu'à l'hôpital, puisque c'est 6 000 salariés, mais il faut aussi que la T2 passe par Val-de-Gour, parce qu'aujourd'hui, les habitants de Val-de-Gour sont horrifiés par le réseau de transport actuel. Tu n'as pas répondu à ma question concernant celle avec laquelle j'ai ouvert l'émission, concernant Magnanime par rapport à Olivier Jalaguier. Quand je te disais, est-ce que tu as été le copieur et que tu as été, entre guillemets, le copieur. Tu ne m'as pas répondu à la question que je te posais. Moi, j'ai découvert, après avoir lancé notre mouvement citoyen, que Olivier Jalaguier avait effectivement, lui aussi... Alors, nous, c'est un mouvement citoyen, lui, il appelle ça un institut d'experts. Nous, on considère que les experts, ce sont tous les Nîmois. Voilà, donc, on ne se met pas en hauteur, nous, on est à hauteur d'homme. On considère que les Nîmois, on leur parle d'égal à égal. On n'a pas de leçons à leur donner, c'est nous qui allons les voir avec notre papier, notre stylo, on leur dit qu'est-ce que vous attendez pour Nîmes dans les années à venir. Voilà. Mais ne crois-tu pas que ça peut prêter à confusion quand même? L'orthographe est pratiquement la même, donc pour un citoyen, comme tu dis, pour un Nîmois, Magnanime, qui est qui? Moi je pense que ce qui est important, c'est le travail qu'on met en place, on travaille beaucoup, et on travaille à mettre en place le projet. Moi, quand je fais du porte-à-porte, quand je rencontre des Nîmois, à part le petit microcosme politique, il y a très peu de gens qui me disent qu'il y a confusion entre Magnanime ou l'autre Magnanime. Les gens s'en foutent royalement. Ce qu'ils veulent, c'est des bus tard le soir. Ce qu'ils veulent, c'est de l'emploi. Ce qu'ils veulent, c'est des vélos. Ce qu'ils veulent, c'est trouver une place en crèche. Les histoires de petites guéguerres entre gens qui font de la politique anonyme, ils s'en contrefichent. Et je pense que c'est aussi ma position. Nous, on trace notre route. Et puis, s'il y a des gens qui ont envie de s'appeler comme nous, moi, ça me passe très au-dessus. Bon, quand je disais confusion, admettons que vous deux, vous décidiez de vous investir en politique, notamment pour les municipales, sache quand même que ce serait quand même relativement embêtant. Moi, j'ai jamais vu un institut d'experts être candidat au municipal. Bon. Un mouvement citoyen, oui, mais Voilà. D'accord. Bon, Stéphane Tortajada est également l'un des membres fondateurs de ton association, oui. C'est ça? Oui. Il était présent au Café Olive, parce que moi j'y étais aussi. Oui, oui, monsieur. Hein, J'ai rien à cacher de ce point de vue-là. pour la création de ton association, sachant qu'il n'est plus en marche. Ça y est, il n'y est plus en marche, c'est fini. Il était co-animateur, il n'y est plus, il a été mis de côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus en marche. Il est toujours adhérent en marche, d'après Oui, ce que je mais- sais, et il a pris du recul, effectivement. Et est-ce qu'il t'a rejoint ou pas? Parce que là, on ne sait plus du tout où on en est. Depuis le début de la création du mouvement Magnanime, il est dans l'équipe d'organisation. On est 15 personnes. Il fait partie des 15 personnes qui apportent leur réflexion et sa pierre à l'édifice à construire notre projet. Et il est toujours ton conseiller politique? Il n'est pas conseiller politique, c'est un élément parmi les 15 autres. D'accord. Très bien. Oui, effectivement, il était présent. Parce que le jour où tu avais lancé ton mouvement, c'est vrai que moi, je connaissais peu de gens qui étaient là. Oui, donc on amène des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Ce qui veut dire que les socialistes, que tu fais partie, hein, tu es responsable politique, ne t'ont pas suivi pour ce mouvement. En fait, moi, j'ai voulu créer ce Magnanime pour justement aller chercher d'autres personnes au sein du Parti Socialiste. D'accord. Sinon, je serais resté au Parti Socialiste, j'aurais développé des choses à l'intérieur du Parti Socialiste. Donc moi, justement, tu l'as observé, d'autres l'observent régulièrement à chacune de nos réunions, il y a des jeunes, des nouvelles têtes, et des gens qui sont en dehors des habituels qui fréquentent des partis politiques. Donc c'est ça, notre volonté, c'est d'aller chercher des gens qui sont le plus éloignés de la politique pour prendre en compte leurs besoins et leurs attentes. D'accord, donc Christophe Rivain qu'on en a parlé, mais c'est vrai que ça peut... tu penses que ça peut être la solution parce qu'on sait que Macron a aligné tout le monde, hein, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Alors, il fallait impérativement que tu crées ce mouvement pour pouvoir sortir de cette politique qui est quand même négative, hein, que ce soit à droite ou à gauche. Donc, tu penses que c'était, excuse-moi, je cherche mes mots, c'était utile que tu crées ce mouvement? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pardon. je me suis rendu compte qu'à chacune des élections municipales dans cette ville, il y avait une dynamique citoyenne. Donc je me suis dit, autant qu'on puisse se réunir à quelques-uns et essayer de créer cette dynamique citoyenne et de l'incarner dans le cadre d'une élection municipale. Et après, pour revenir à Macron, la France et les Français ont élu un président de 39 ans avec une méthode, avec une communication nouvelle, et ils ont En Marche à ringardiser la pratique politique, et donc ça nous oblige à nous remettre en cause et nous remettre en question. Et Magnanime est né de cette remise en question de la façon de faire la politique, et aujourd'hui on veut la faire autrement, et en allant au plus près des préoccupations des gens, et en étant sur quelque chose qui
qui soit beaucoup plus rafraîchissant sur la méthode. Moi, je suis d'accord. Bon, l'idée de programme, c'est toujours ce qu'on nous sert avant les municipales. Le programme, on ne parle pas des gens, on parle du programme. On interroge les gens dans la rue. Bon, dans ce que vous avez fait, là, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, il y en a d'autres où je suis... agrandir et réhabiliter le musée d'histoire naturelle, évidemment que c'est indispensable. Bon, je ne vais pas les lister là. Il y a la notion de programme, mais il y a aussi la notion quand même de tête de liste, parce qu'on peut toujours évacuer les têtes de liste. Naturellement que c'est trop tôt d'évacuer les têtes de liste à 18 mois des municipales. Mais enfin, les têtes de liste, on l'a vu par exemple cette semaine. Alors je vais parler d'une ville qui n'est pas Nîmes, mais j'ai le droit d'en parler. On voit très bien que se dessine à Uzès un ticket Chapon-Verdier. Je pense que Verdier est toujours membre du PS. Moi, j'ai rien contre il est assez brillant, il suit ses dossiers au moins. Je vais dire pas comme Françoise Dumas. Ah ben justement, j'allais te poser la question. La clé Françoise Dumas, on peut en parler après, on en parlera. Et donc on voit bien se dessiner un ticket Verdier-Chapon. Chapon restant maire de Nîmes, Verdier prenant l'agglo. Maire d'Uzès. Verdier serait premier adjoint, ce qui veut dire que si Chapon s'en va, c'est Verdier qui devient maire. Moi, ça ne me déplaît pas que des fois, on mette en place des... On ne sait pas quel est le programme de Verdier. Hein. Moi, si on me demandait quel est le programme de Verdier pour Uzès, j'en sais foutre rien. Et lui non plus, à mon avis. Si, probablement. Mais il y a des choses qui se mettent en place. On a aussi parlé, cette semaine, de Denis Boide, qui aurait été pressenti pour être secrétaire d'État. Je ne sais pas si ça vous a échappé. Moi, ça ne m'a pas échappé. Je l'ai lu dans l'Objectif Gare comme Tu toi. l'as lu aussi. Bon, c'est tout. Je pense qu'il n'y est pas, parce que ça... Je ne sais pas, là, on a parlé des ministres tout à l'heure. Il ne fait pas partie de la liste. Il n'en fait pas partie, Non. Même dans les secrétaires d'État. Oui. Non, mais je veux dire, parler aussi de tête de liste, c'est important, parce qu'on sait bien qu'il y a aussi un nom qui revient en permanence dans le microcosme, là, le microcosme politique dont on fait partie, c'est celui qui est au Conseil de l'intégration, là, avec Nicolas Cadenne. Oui, qui est Cadenne, secrétaire ça- général Ça de revient, l'Observatoire de la Cadenne, laïcité. ça revient, naturellement, ça ne pourrait se faire qu'avec une investiture d'En Marche. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a tout un tas de micro-courants, de ruisselets qui se mettent en place et qui prennent en compte les hommes et pas forcément les programmes, je veux dire. Hein. Bon. Philippe, pour te répondre, la question des femmes et des hommes qui porteront les projets, elle viendra. Elle est importante, elle est centrale. Mais nous, on considère qu'il faut d'abord parler du projet et ensuite des personnes. Donc à partir de mars, Magnanime s'autorisera à éventuellement parler des personnes et dire qui nous souhaitons comme femmes et comme hommes capables de porter le projet qu'on aura construit avec les Nîmois. Nicolas Cadenne, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui Nicolas Cadenne, il vit à Paris. Il travaille à Paris. Oui. Donc nous, ce qu'on nous disons, c'est qu'il faut qu'on travaille avec les gens qui vivent ici, qui vivent au quotidien les services publics, qui vivent l'emploi, qui vivent les loisirs, qui vivent la culture, qui vivent l'environnement. C'est important. C'est important. D'accord, je suis bien d'accord avec toi, mais le PS a quand même été, dans son histoire récente, avant de pratiquement plus exister, dans les parachutages, il a été là, hein, le PS. Hein. Quand À Nîmes, je connais pas de quand Jacques parachutage. Lang a été parachuté à Blois, il connaissait quoi de Blois, hein, à part qu'il y a la Loire qui passe. À Nîmes, les parachutages, ça ne marche pas. Oui. Bon. Ah, mais Nîmes n'est pas une ville à part. On est aujourd'hui dans une situation politique où effectivement Lachaud, Fournier, on ne supporte plus, et le maire a 3 mandats. Il finirait son mandat à 80 ans, ce qui irait à l'encontre de tout ce qu'on cherche en politique aujourd'hui. Ouais, mais alors, toutes ces petites disputes, entre guillemets, qui se produisent dans tous les partis, n'ouvrent-elles pas la porte au Front National? Parce que vous n'en avez toujours pas parlé du Front National. Oui, tu as raison, effectivement, Patrick, de parler du Front National. Il y a un danger que cette ville, sur un accident, pourrait passer au Front National. Sur une quadrangulaire. Sur une quadrangulaire, c'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il est encore trop tôt pour agiter le danger du Front National en disant... Parce que les électeurs nous disent très clairement, à chaque fois, on nous dit, bon, il faut voter contre et pas pour. C'est-à-dire contre le Front National. Moi, j'ai voté Macron pour voter contre le Front National au second tour. Ça me paraît logique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord défendre un projet, un programme, et ensuite, la question du Front National, elle se posera bien après. Mais je pense que les gens, ils ont d'abord envie de revenir à un vote d'adhésion plutôt qu'à un vote d'opposition. Et on a pu voir quand même le nombre d'abstentions qu'il y a eu, que ce soit pour les municipales. Bon, parlons des municipales quand même. Les gens, à mon sens, le peuple, nous,
sont dégoûtés de la politique, en règle générale. Donc, est-ce que tu penses que... j'ai pu lire, par exemple, l'ancien collègue de la députée des Républicains, Françoise Dumas, toujours socialiste, donc Verdier, dont tu parlais, estime que dans le dossier de la prison attribuée à Alès, Françoise Dumas a fait du tort à Alès. Alors, est-ce qu'elle est suffisamment compétente, Françoise Dumas? Je vais faire plaisir à Philippe, parce qu'il trouve qu'elle est députée. Bon, on peut être député et incompétent. Moi, je pense qu'elle a surtout fait du tort à Nîmes, puisque le dossier a été très mal défendu. Moi, j'aurais aimé que la deuxième prison se fasse à Nîmes, puisque c'est 400 emplois. Et il y a aussi la question des déplacements entre les tribunaux qui sont, pour l'essentiel, à Nîmes et la prison. Aujourd'hui, on va avoir, dans quelques années, on aura des déplacements entre la nouvelle prison d'Alès et Nîmes. Je pense que c'est, pour l'environnement, puisqu'on parle beaucoup d'environnement, c'est un camouflet. Donc moi, je pense que François Dumas a très mal géré le dossier nîmois. D'ailleurs, les services de la préfecture, dans un premier temps, n'avaient pas reçu un dossier nîmois pour défendre la candidature nîmoise. Ils avaient reçu qu'un dossier pour Alès. Et je pense que le temps que nous avons perdu au démarrage n'a pas permis à Nîmes de l'emporter sur Alès. Bon, c'était un projet, ça y est, apparemment, c'est... Oui, la maison d'arrêt, quand même, hein, la maison d'arrêt de Nîmes, voilà, va être agrandie. Oui. Et en même temps, ça fait aussi, ça donne du travail du côté d'Alès. Là aussi, ils sont, au niveau chômage, ils sont quand même encore plus que Nîmes. Oui. Donc il ne faut pas non plus se disputer entre Nîmes et Alès. Au contraire, on devrait être content. Il y a une prison, que ce soit à Nîmes ou à Alès. Moi, je pense qu'on devrait être content. Et pas se taper dessus, dire, c'est dommage, elle est à Alès. Mais ce que dit Verdier, c'est qu'il dit en plus, elle n'a pas compris qu'il y a un tribunal à Alès et que s'il n'avait pas la prison, il risquait de perdre les deux, la prison, le tribunal. Et bon, moi je ne connais pas bien le dossier, donc je m'abstiendrai de tout commentaire. Mais bon. À l'instar de Jean-Paul Fournier, on va revenir à autre chose. Et Yvan Lachaud, la députée La République en marche, donc Françoise Dumas, demande des comptes au président de la SNCF, parce que c'est vrai que suite à l'annonce de l'annulation de Wingo en gare de Nîmes, elle lui a adressé une lettre ouverte, comme bon nombre d'élus ont adressé les lettres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Là, je pense qu'il y a un consensus sur le sujet. Hein. Tout le monde est d'accord pour que les TGV Ouigo passent par la gare de Nîmes. Moi, je suis opposé à la gare de Manduel. La réalité, c'est que la gare va se faire et qu'on l'aura, puisque les travaux ont démarré depuis le mois de février. Je pense que l'enjeu qui nous attend en 2020, c'est de trouver des liaisons qui permettent aux usagers d'aller de la gare centre à la gare de Manduel. Aujourd'hui, rien n'est prévu. La troisième voie, la fameuse troisième voie. C'est-à-dire qu'on a une ligne TER qui part de Nîmes, qui va jusqu'à Tarascon, mais il n'y a rien aujourd'hui qui est prévu pour relier cette ligne à la nouvelle gare de Manduel. Il y aura les TER qui arriveront à la gare de Manduel. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de liaison qui est prévue. Ça c'est prévu. Non, il n'y a rien de prévu. Nous, quand on a eu les réunions, c'était assuré. Les TER, il y aura, si je ne me trompe pas, il y aura 4 TER par jour qui iront à la gare de Manduel. Oui, mais il faut moi, je matérialiser avec un arrêt. J'ai rencontré un syndicaliste de l'UNSA, les SNCF, qui m'a dit aujourd'hui, c'est entre 10 et 15 millions d'euros qu'il faudrait pour qu'il y ait un quai de déchargement qui permettrait aux gens qui empruntent la ligne TER de pouvoir récupérer un train à la nouvelle gare de Manduel. Je préférerais plutôt qu'on mette l'argent sur les réseaux routiers et qu'on fasse vraiment ou des navettes ou quelque chose de la gare centre à la gare de Manduel au niveau routier plutôt qu'au niveau SNCF. Moi, je pense qu'il faudra les deux à terme. Parce que je pense qu'au niveau SNCF, à part les heures de pointe, il n'y a pas grand monde qui va les prendre. Tandis que les réseaux routiers, oui. Et oui. Et là, il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a rien qui... Il a dit le Ouigo, je l'ai pris la semaine dernière. Je voulais le tester d'ailleurs, le Ouigo. Très bien. Je suis arrivé à Roissy-Charles de Gaulle, mais bon, il y a un RERB qui m'a amené à Paris-Centre, très rapidement. Il va falloir maintenant aller le prendre à Montpellier-Lamogère. Alors là, je suis ni moi. Hein. Je n'irai pas à Montpellier-Lamogère prendre le Ouigo. Moi, j'ai les moyens de prendre la ligne normale, mais je veux dire que le Ouigo, tous les étudiants, moi j'ai payé 28 € le billet pour aller à Roissy-Charles de Gaulle. C'est quand même assez extraordinaire. Et en sachant qu'à compter du mois de décembre, il va s'arrêter à Gare de Lyon, les Ouigo. Ils ne vont plus aller à Roissy-Charles de Gaulle, ou à Marne-la-Vallée. Nîmes, Gare de Lyon, 28 €, terminé, 3 heures, bien. Bon. Et ça, c'est effectivement scandaleux. Tout le monde a l'air Catherine Bernier-Boissard le disait sur France Bleu Val d'Isère, les Ouigo ne s'arrêtent plus non plus à Valence. Et là, les élus de Valence, comme ceux de Nîmes, sont horrifiés parce qu'ils considèrent que là, c'est une nouvelle gare et on apprend que les gens autour ne pourront pas utiliser ce service. Et est-ce que vous discutez avec, tiens, tu parlais de Catherine Bernier-Boissard
et d'Alain Pujol, qui font pas, eux, ils n'ont pas créé TikTok, mais enfin, ils font un duo qui intervient sur tous les programmes, sur tous les conseils municipaux, conseils communautaires. Vous discutez avec eux parce que Oui, bien sûr. Catherine est une grande partisane, je la connais bien, de l'union. Elle a dit, on n'a jamais, l'union de la gauche, Oui, oui. on n'a jamais emporté une municipalité s'il n'y a pas d'union. Bon. Et Alain Pujol a été également oui. premier adjoint à la mairie sous Le Paris. Alain Donc Pujol. effectivement, la question est très intéressante. Est-ce qu'il y a des discussions? Oui, il y a des discussions, on travaille ensemble et on est souvent d'accord sur les prises de position que peuvent avoir Alain Pujol et Catherine Bernier-Boissard, avec qui j'ai déjeuné pas plus tard que la semaine dernière. Et il y a eu Ali, pour le- j'espère. Bien sûr, Bon. dans un restaurant de Nîmes. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'apprécie votre émission, c'est parce que vous allez dans les restaurants. allons dans les restaurants, Nîmois et vous les mettez en valeur. Et... on les met en valeur. C'est très bien. Et d'autres commerces également. Et donc, ouais, c'est important. Et c'est plus. Nos invités se sentent mieux lorsqu'ils sont dans un lieu comme celui-ci, ou dans un commerce local, que si nous les recevions dans un studio. Le contact est différent. Mis à part aujourd'hui où moi je cherche mes mots et je bégaye un petit peu, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Donc il faut venir au Saint-Paul, c'est une très très bonne Faut venir adresse, au Saint-Paul. derrière l'église Saint-Paul. Derrière l'église Saint-Paul. Donc, je vais vous demander votre coup de cœur, parce que nous allons conclure l'émission, monsieur Roata. Je ne savais pas qu'il y avait un coup de cœur. Moi, le coup de cœur, c'est de recevoir Jérôme, parce que il a du courage, il est resté au PS, il n'est pas parti, il se bat pour cette conviction. D'autant que tu le connais bien, parce que tu as signé les chroniques, parce que c'est unanime également. Oui, Hein? signé chronique culinaire chez Unanime. Après, la question que je voulais lui poser, mais c'est une question qui nous mènerait beaucoup trop loin, c'est compte tenu de son ancienneté au PS, est-ce que tu as une autocritique à faire sur la manière dont le PS s'est écrasé, voilà. Parce que vous en faisiez pas beaucoup au PS d'autocritique. Hein. Je connais bien le PS parce que ma femme y a été 34 ans, donc on s'engueulait tellement souvent que, mais que, voilà, pas d'autocritique. Elle, il n'y en a pas. Elle est passée, là, on marche, on marche. Mais je veux dire, quand tu as été dans un parti qui avait tous les pouvoirs et qui a emmerdé beaucoup de monde aussi, avec ses pouvoirs, de manière non éthique, t'as pas d'autocritique à faire, tu te dis pas. Moi, en tant que militant à Nîmes, la question que je me posais, pourquoi c'est toujours le conseil général qui décidait, et ma femme, j'avais pu me répondre. On va laisser répondre. Le maire de Nîmes. On va laisser répondre Jérôme. Maire de Nîmes, c'est le président du conseil général. On va laisser répondre C'est Jérôme. une très bonne question. Effectivement, ça agite nos débats au sein du Parti Socialiste. L'autocritique du Parti Socialiste. Moi, il me faudrait 2 heures pour en parler, mais Oui. effectivement, moi j'ai souvent dénoncé le fait que le parti était dirigé par des élus et pas par les militants. Et aujourd'hui, on renverse l'échelle de valeur. C'est les militants qui prennent en quelque sorte les rênes du pouvoir et qui assurent le renouvellement, parce que le Parti Socialiste, c'est un des écueils, ne s'est pas suffisamment renouvelé. Jean-Luc, comme plus de bien, comme plus de bien. Non, c'est juste une question un peu plus légère. J'ai vu que les couleurs de cette association magnanime, c'était le vert. Oui. Est-ce que c'est un appel aux écolos? C'est le vert parce que le vert, c'est la couleur de l'espoir. L'espoir de changer le réel. Et effectivement, on est très sensible aux questions écologiques. Il y a parmi nos membres fondateurs des personnes qui sont très attachées à l'écologie du quotidien, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre toujours que la mairie ou que Nîmes Métropole agisse, mais c'est aussi individuellement, tous les jours, on peut, par des petits gestes, changer les choses, et ça nous tient très à cœur. Quoi qu'il en soit, Jérôme, Jérôme, je voulais vraiment te remercier d'être venu dans Merci à vous. l'émission. Ça m'a fait plaisir, puisqu'on se connaît quand même. Oui. Alors moi, avant de conclure cette émission, ce souci entre Olivier Jalaguier et toi, avec Magnanime, me perturbe. Alors, je voulais te poser une question. Quelle question, justement, aimerais-tu poser à Olivier Jalaguier, qui sera notre invité la semaine prochaine? Ok. Alors Olivier, tu as été directeur de campagne de Jean-Paul Fournier en 2014. Tu es responsable d'une agence de communication dont le principal client est la mairie de Nîmes. Moi, je voudrais savoir si tu considères que Jean-Paul Fournier ferait un très bon candidat en 2020 pour un 4e mandat. Voilà, question est posée. Nous lui demanderons sa réponse la semaine prochaine à Olivier Jalaguier. Alors la semaine prochaine, nous serons au Grand Hôtel de Nîmes avec donc Olivier Jalaguier, Philippe Roata, Jean-Luc Constant, moi-même et peut-être notre ami Dédé. Merci à toi, Benjamin Baron, d'être à la réalisation de cette émission. Merci à toutes, merci à tous, et puis à très bientôt. Bye bye. Au revoir.